Je peux lui donner le bébé. Toi, non. Ces 8 mots, prononcés à table pour Thanksgiving, auraient dû me briser. Au lieu de cela, ils sont devenus le fondement de la décision la plus stratégique que j'ai jamais prise. Avant de vous raconter ce que j'ai fait, permettez-moi de revenir en arrière, car je sais ce que vous pensez. Quelle femme invite l'ex de son mari à dîner pour Thanksgiving? Croyez-moi, je me suis posé la question 1 millier de fois. Mais laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivé là, car il ne s'agissait pas de stupidité. C'était de la manipulation pure et simple, et je suis tombée dans le panneau. Je m'appelle Sarah Chen. J'ai 34 ans, et jusqu'à il y a 6 mois, je pensais avoir une vie parfaite. J'étais directrice marketing senior dans l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide de Seattle. J'avais un magnifique appartement en bord de mer à Belltown, que j'avais acheté avec mes propres économies avant même de rencontrer mon mari. J'avais un mariage auquel je croyais et j'espérais qu'un jour, malgré 3 fausses couches douloureuses en 2 ans, je deviendrais mère. Ce dernier point, les fausses couches, est important car c'est là que les problèmes ont commencé à apparaître, même si je ne les voyais pas à l'époque. Mon mari, Marcus, était avocat d'affaires, brillant, respecté, le genre d'homme qui avait tout pour réussir. Nous étions mariés depuis 5 ans et, pendant les 3 premières années, tout allait bien, même très bien. Mais après la 3e fausse couche, quelque chose a changé. Il est devenu distant. Il a commencé à faire des heures supplémentaires plus souvent. Il se braquait quand je lui demandais comment s'était passée sa journée. Je m'en suis voulu. Les médecins disaient que le stress était un facteur de problème de fertilité. Et Dieu sait que j'étais stressée. Je venais d'être promue vice-présidente, à la tête d'une équipe de 15 personnes, supervisant des campagnes à plusieurs millions de dollars. Peut-être que je travaillais trop. Peut-être que je n'étais pas assez présente. Peut-être que Marcus avait raison quand il disait que j'étais obsédée par l'idée de tomber enceinte. C'est ce qu'il me disait. Bref, avec le recul, je vois bien que c'était de la manipulation. Mais quand on est dedans, quand la personne qu'on aime nous dit que notre perception de la réalité est erronée, on commence à tout remettre en question. Puis est arrivé septembre, et Ashley Martinez est entrée dans nos vies, ou plutôt y est revenue. Marcus m'en a parlé comme ça, un soir. On dînait à la maison. Un plat de pâtes que j'avais improvisé après une journée de travail de 12 heures. Il m'a dit qu'une vieille amie l'avait contacté sur LinkedIn pour se renseigner sur les opportunités d'emploi dans la tech. Elle s'appelait Ashley. Ils étaient sortis ensemble à la fac pendant 5 ans. C'était elle qui avait mis fin à notre relation. Elle était partie en Californie pour ses études supérieures, et ils avaient perdu contact. Sa façon de présenter les choses était tellement raisonnable, tellement mature. Il m'a expliqué qu'elle était en pleine reconversion professionnelle, qu'elle avait quitté son poste de coach en fertilité parce que c'était épuisant émotionnellement. Il pensait que je pourrais peut-être l'aider grâce à mes contacts dans le secteur. Et c'est là que j'ai fait ma première erreur. Je voulais être la femme cool, la femme sûre d'elle et indépendante qui ne se sentait pas menacée par une ex-petite amie d'il y a 10 ans. Alors, j'ai dit, bien sûr, je serais ravie de prendre un café avec elle. Lorsque j'ai rencontré Ashley pour la première fois dans un café de Capitol Hill, j'ai ressenti de la compassion pour elle. Elle était belle, d'une beauté naturelle, avec ses longs cheveux noirs et cette vulnérabilité qui donnait envie de l'aider. Elle s'est confiée sur ses difficultés à trouver sa voie, sur la douleur de voir ses clientes tomber enceintes alors qu'elle-même ne pouvait pas avoir d'enfants à cause de problèmes de fertilité vagues qu'elle préférait ne pas détailler. Je comprenais sa souffrance. J'ai vu une âme sœur. Ce que je n'ai pas vu, c'est le piège qui se tendait. Le mois suivant, les contacts de Marcus avec Ashley se sont intensifiés. Des rendez-vous autour d'un café pour discuter de sa reconversion professionnelle, des déjeuners pour la présenter à ses collègues, des SMS tard le soir qu'il justifiait par des conseils pour sa recherche d'emploi. Lorsque j'ai exprimé mon malaise, il m'a rabaissé. « Chérie, je crois que ton insécurité vis-à-vis d'Ashley devient problématique. » Un soir d'octobre, il m'a dit « Si notre mariage est solide, tu ne devrais pas avoir de problème à ce que j'ai d'une vieille amie, à moins que tu ne me fasses pas confiance. » C'est le propre du gaslighting. Il est conçu pour vous faire douter de votre propre intuition. J'ai commencé à me demander si je n'étais pas l'épouse jalouse et possessive. Peut-être que mes problèmes de fertilité me rendaient paranoïaque. Peut-être que je devais me prouver, à moi-même et à Marcus, que j'étais plus forte que mes insécurités. Alors, quand il a suggéré d'inviter Ashley au dîner de Thanksgiving, j'ai accepté. Je sais.
Toutes les femmes qui lisent ceci sont en train de hurler devant leur écran. Mais il faut comprendre la psychologie en jeu. Marcus avait passé des semaines à me conditionner à croire que mon malaise était mon problème, et non le sien. Il m'avait fait croire qu'inviter Ashley était l'épreuve ultime pour la solidité de notre mariage. Comme si, en refusant, j'admettais que nous avions des problèmes. J'essayais d'être la femme cool, et ça a failli me détruire. Le jour de Thanksgiving est arrivé et j'ai passé toute la journée à cuisiner. Dinde, farce, purée de pommes de terre, gratin de haricots verts. Des tartes maison. Je voulais que tout soit parfait. Je voulais prouver que je pouvais accueillir son ex-petite amie chez nous avec élégance. Je voulais montrer que j'avais confiance en mon mariage et en ma place dans sa vie. Ashley est arrivée vêtue d'un pull en cachemire crème et d'un jean de marque, une bouteille de vin coûteuse à la main. Elle complimentait tout. Ma maison, ma cuisine, ma réussite professionnelle. Elle semblait vraiment charmante. Marcus était détendu, riant, jouant l'hôte d'une manière un peu trop naturelle. Nous avons réussi à terminer le dîner. La dinde était parfaite. La conversation était fluide. Je commençais à me demander si je n'avais pas été paranoïaque. Puis vint le dessert. Nous étions assis à ma table de salle à manger, la silhouette de Seattle scintillant à travers les baies vitrées que j'aimais tant. Je venais de servir la tarte quand Ashley a posé sa fourchette et nous a regardés tous les deux avec une expression de sincère préoccupation. « J'ai réfléchi à quelque chose », a-t-elle dit. Sa voix était douce, presque apaisante. C'était sa voix de conseillère en fertilité, je le comprendrai plus tard. Et j'espère que cela ne paraît pas. Je sais que je dépasse les bornes, mais je tiens à vous deux et je sais combien fonder une famille compte pour vous. J'ai senti Marcus se tendre à côté de moi. Une petite alarme s'est déclenchée dans ma tête, mais je l'ai étouffée. Ashley a poursuivi. « Sarah, je sais que tu traverses une période difficile. » Et Marcus a mentionné à quel point les fausses couches avaient été douloureuses pour vous deux. J'ai eu un coup au cœur. Je n'avais jamais parlé de mes fausses couches à Ashley. Marcus avait partagé ma douleur avec son ex-petite amie, mais avant même que je puisse digérer cette trahison, elle m'a assommé. Je suis jeune et en bonne santé, et en tant que spécialiste de la fertilité, je comprends le processus mieux que la plupart. Elle a tendu la main par-dessus la table et l'a posée sur la mienne dans un geste censé être compatissant. Ce serait un honneur pour moi de porter un enfant pour vous. Je peux lui donner l'enfant que vous ne pouvez pas avoir. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je peux lui donner l'enfant que vous ne pouvez pas avoir, ne pas porter un enfant pour vous deux, ne pas aider votre famille, a-t-elle répété. Donnez-lui l'enfant. Comme si je n'avais jamais fait partie de leur histoire. Équation. Comme si mon seul rôle était d'être l'épouse défectueuse, incapable d'assumer ses fonctions biologiques. J'ai regardé Marcus, attendant qu'il mette fin à la conversation, qu'il dise « Ashley, ce n'est pas approprié ». Ou « On ne discute pas de ça », ou quoi que ce soit qui montre qu'il était de mon côté. Au lieu de cela, il a paru pensif. Vraiment pensif, comme s'il y réfléchissait. « Waouh, Ashley », a-t-il dit lentement. « C'est incroyablement généreux de ta part. » Puis il s'est tourné vers moi. « Qu'en penses-tu, chérie ?» Qu'est-ce que j'en pensais? Mon mari me demandait mon avis sur la question de savoir si son ex-petite amie devait porter son enfant, lors de notre dîner de Thanksgiving, dans la maison que j'avais achetée avec mes propres économies. C'était le moment fatidique. Le moment dont rêvent toutes les femmes trompées, dans leur fantasme de vengeance. Le moment où l'on peut déchaîner les enfers, chasser l'infidèle, dévoiler le complot, affirmer sa valeur. Mais je n'ai rien fait de tout cela car, dans cet instant d'humiliation glaciale, j'ai réalisé 3 choses simultanément. Premièrement, mon mari avait une liaison avec Ashley. Les nuits blanches, son comportement défensif, les confidences partagées sur mes problèmes de santé, tout s'est éclairé. Deuxièmement, cette proposition de gestation pour autrui n'était pas un geste de générosité. C'était la prochaine étape de leur plan, quel qu'il soit. Et troisièmement, si je réagissais émotionnellement à cet instant précis, si je pleurais, si je criais ou si je la mettais à la porte, je ferais exactement ce qu'ils attendaient. Je passerais pour l'épouse instable et jalouse. Je leur donnerais raison, ce qu'ils avaient déjà décidé à mon sujet. Alors, à la place, j'ai pris une gorgée d'eux. J'ai posé mon verre de vin et j'ai souri. « Ashley, c'est une proposition si délicate », ai-je dit d'une voix posée. « Marcus, qu'en penses-tu »
Veux-tu qu'Ashley porte ton enfant? J'ai observé attentivement son visage. J'ai perçu une lueur de surprise à mon absence d'émotion. Je l'ai vu jeter un coup d'œil à Ashley. Une communication silencieuse s'établissait entre eux. Je crois que j'ai poursuivi avant qu'il ne puisse répondre. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Ces 3 mots allaient devenir légendaires dans mon histoire, même si aucun d'eux ne le savait encore. Ils sonnaient comme un soutien, peut-être même comme un encouragement. Mais ce que je voulais vraiment dire, c'était « Vas-y, montre-moi qui tu es vraiment ». Je regarde. Le sourire d'Ashley s'illumina. Marcus parut soulagé. Il pensait que j'envisageais sérieusement cette folie. Bien sûr, il y a tellement de choses à prendre en compte, dit Ashley rapidement. Le processus médical, les accords légaux, le calendrier. Mais je voulais juste que vous sachiez que l'offre tient toujours. Parce que je tiens énormément à vous deux. J'acquiesçai. Je resservis de la tarte, changeai de sujet pour parler des projets de vacances et jouer la parfaite hôtesse pendant une heure interminable avant qu'Ashley ne parte enfin, m'enlaçant chaleureusement à la porte et me murmurant qu'elle était là pour nous, quoi qu'il arrive. Dès que sa voiture s'éloigna, Marcus se tourna vers moi avec un regard plein d'espoir. C'était vraiment mature de ta part, chérie. Je sais combien ça doit être difficile. J'avais envie de crier. Au lieu de cela, je dis que j'étais fatiguée et allai me coucher. Cette nuit-là, allongée à côté de mon mari infidèle dans le lit que nous partagions depuis 5 ans, je pris une décision. Je n'allais pas pleurer. Je n'allais pas l'affronter. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de ma douleur. J'allais tout faire exploser. Tout son univers s'est effondré méthodiquement et légalement. Le lendemain matin, pendant que Marcus prenait sa douche, j'ai appelé mon avocate. Pas celle de notre famille, mais une redoutable avocate dont j'avais entendu parler par le biais de contacts professionnels. Patricia Chen, aucun lien de parenté, mais j'adorais cette coïncidence, aussi anodine soit-elle. Elle était spécialisée dans les divorces impliquant des patrimoines importants et des cas d'infidélité. « Quand pouvons-nous nous rencontrer ?» ai-je demandé. « Quand avez-vous besoin de moi ?» a-t-elle répondu. 2 heures plus tard, j'étais dans son bureau du centre-ville à tout lui expliquer. La distance émotionnelle, les nuits blanches, le retour d'Ashley, le dîner de Thanksgiving cauchemardesque. Patricia avait la 50aine, était élégamment vêtue et son regard en disait long sur l'infidélité conjugale sous toutes ses formes. Elle écoutait sans m'interrompre, prenant des notes. « Avez-vous des preuves de la liaison ?» a-t-elle demandé une fois que j'eus terminé. « Pas encore, ai-je admis. Mais je sais que ça se produit. » Savoir et prouver sont 2 choses différentes devant un tribunal, a-t-elle dit. Voici ce que nous allons faire. Vous allez rentrer chez vous et vous comporter tout à fait normalement, voire même soutenir votre mari. Vous allez lui dire que vous êtes ouverte à une relation. On discutait de l'idée de la GPA. Tu vas gagner du temps. Pourquoi je ferais ça? Parce que pendant que tu me soutiens, on va engager un détective privé. On va tout documenter et monter un dossier tellement solide que quand on frappera, il ne saura pas ce qui lui arrive. Elle fit glisser une carte de visite sur son bureau. James Morrison, détective privé spécialisé dans les affaires d'infidélité. Une dernière chose, Patricia a dit que Washington est un État où le divorce est prononcé sans faute, ce qui signifie que légalement, son infidélité n'a aucune importance pour le divorce lui-même, mais elle compte pour tout le reste. Le partage des biens, surtout si on peut prouver l'infidélité financière, la pension alimentaire, et elle compte aussi pour l'ordonnance d'éloignement qu'on va demander. Une ordonnance d'éloignement contre Ashley. Si on peut prouver qu'elle s'est sciemment immiscée dans ton mariage, qu'elle a fait de fausses déclarations sur sa fertilité pour te manipuler et qu'elle a conspiré avec ton mari, on pourra argumenter qu'elle représente une menace pour ton bien-être émotionnel. Il faut la tenir éloignée de vous deux pendant la procédure. J'ai tout de suite apprécié Patricia. Au cours des 2 prochains jours. Quelques semaines plus tard, je suis devenue actrice. Je suis rentrée du travail et j'ai posé à Marcus des questions pertinentes sur l'idée de la GPA. Quel serait le déroulement? Comment gérions-nous la filiation légale? Avait-il pensé à la complexité émotionnelle? Il a tout de suite accroché, s'est ouvert davantage, est devenu un peu maladroit, mentionnant qu'il en avait discuté avec Ashley, qu'elle avait déjà commencé à se renseigner sur les agences et les coûts. Pourquoi aurait-elle besoin de se renseigner sur les agences? Ai-je demandé innocemment. Je pensais qu'elle proposait de le faire elle-même. Il a bafouillé. Il a dit qu'elle voulait simplement être minutieuse,
qu'elle examinait toutes les options. Pendant ce temps, James Morrison documentait tout. Marcus et Ashley déjeunant dans le restaurant d'un hôtel du centre-ville. Entrant dans une chambre du Fairmont Olympic Hotel un mercredi après-midi. Des SMS récupérés dans les relevés téléphoniques contenaient des phrases comme « Dis-le au dîner comme prévu, elle y réfléchit sérieusement, et une fois que le bébé sera là, on pourra être ensemble. » Le bébé était la clé de leur plan. Ashley tomberait enceinte de Marcus, prétendrait que c'était pour nous, et puis, à un moment donné pendant la grossesse ou après la naissance, Marcus réaliserait qu'il était amoureux d'elle. Ils partiraient ensemble, élèveraient l'enfant, et je me retrouverais sans enfant et humiliée. C'était diabolique. C'était aussi complètement stupide, car il s'envoyait des SMS. James a découvert autre chose. Ashley n'était pas stérile. Son dossier médical, obtenu après le dépôt de notre plainte, montrait qu'elle avait passé un bilan de fertilité normale 6 mois auparavant. Tout fonctionnait bien. Elle avait menti sur ses problèmes de fertilité pour gagner ma sympathie et justifier sa proposition désintéressée. Mais la pire découverte était financière. Marcus avait ouvert une carte de crédit secrète en novembre, le mois avant Thanksgiving. Il emmenait Ashley dîner dans des restaurants chers, lui achetait des cadeaux, réservait des chambres d'hôtel. 14 000 $ en un mois, le tout dissimulé sur nos comptes joints. Il comptait me quitter de toute façon. L'histoire du bébé n'était qu'une stratégie de sortie. Patricia a rassemblé tous les éléments dans un dossier juridique de 50 cm de haut. Épais. Des photos, des SMS, des relevés de cartes de crédit, des factures d'hôtel, une chronologie qui montrait que la liaison avait commencé en juillet, 3 mois avant le message anodin d'Ashley sur LinkedIn. « Es-tu prête ?» m'a demandé Patricia 3 semaines après Thanksgiving. J'ai pensé à mon mari, qui avait juré de m'aimer et de me protéger. J'ai pensé à Ashley, qui s'était assise à ma table et avait instrumentalisé mon infertilité contre moi. J'ai pensé aux 3 bébés que j'avais perdus et aux rêves que j'avais pleurés. Je suis prête. Le plan était chirurgicalement précis. Un mardi matin, alors que Marcus était à son cabinet d'avocat, un huissier est entré dans son bureau et lui a remis les papiers du divorce devant ses collègues. Ces documents contenaient des accusations détaillées d'adultère, d'infidélité financière et de violence psychologique. Simultanément, une ordonnance d'éloignement a été signifiée à Ashley à son domicile. Il lui était interdit de contacter Marcus ou moi, pour quelque raison que ce soit. Je n'ai pas vu la réaction de Marcus, mais sa collègue Rachel, qui ne l'avait jamais apprécié de toute façon, m'a dit plus tard qu'il était devenu livide, qu'il était resté figé, pétrifié. Il était dans la salle de conférence, des papiers à la main, sous le regard fixe de son partenaire. Il a immédiatement essayé de m'appeler. Je n'ai pas répondu. Il est venu à l'appartement le soir même. J'avais changé les serrures le matin même. Mon avocat m'avait conseillé que, puisque j'avais acheté l'appartement avant le mariage avec mes propres deniers, j'étais en droit de lui interdire l'accès. Il a frappé à la porte, hurlant que j'étais folle, que j'avais tout mal compris, qu'il fallait qu'on parle. J'ai appelé la police, calmement, et expliqué qu'une ordonnance restrictive était en cours de dépôt et que mon futur mari violait mon droit à l'intimité. Ils l'ont escorté hors de l'immeuble. Le lendemain matin, Ashley a essayé de me contacter via Instagram. Un long message décousu expliquant que j'avais tout mal compris, qu'elle voulait seulement m'aider, qu'elle était amoureuse de Marcus et qu'elle ne voulait pas me faire de mal, mais que le cœur a ses raisons. J'en ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à Patricia. Violation de l'ordonnance restrictive avant même qu'elle ne soit définitive. Ça ferait bonne figure. J'ai porté plainte. Mais j'ai aussi fait autre chose avec ce message. Je l'ai publié. Ashley avait 50 000 abonnés sur Instagram, bâti grâce à sa marque de coach en fertilité et bien-être. Son activité était entièrement axée sur l'aide aux femmes pour tomber enceintes, sur la compassion, le soutien et la solidarité féminine. J'ai donc créé un compte anonyme et publié la capture d'écran avec son contexte. Sans émotion, juste les faits. Voici la coach en fertilité qui s'est liée d'amitié avec moi alors que je traversais des fausses couches, puis qui a proposé de donner à mon mari le bébé que je ne pouvais pas avoir lors du dîner de Thanksgiving. Voici son message, où elle admet sa liaison et la qualifie d'amour. Internet a fait ce qu'il fait toujours, l'affaire a explosé. En 48 heures, les commentaires sous le message d'Ashley étaient inondés d'indignation. Les femmes qui lui avaient payé des centaines de dollars pour du coaching, qui lui avaient confié leurs problèmes de fertilité, se sentaient trahies.
Comment quelqu'un qui prône la compassion pouvait-il instrumentaliser l'infertilité d'une autre femme? Comment une coach en bien-être pouvait-elle être aussi toxique? Les principaux blogs de fertilité se sont emparés de l'histoire. Des articles intitulés « La face sombre de la culture du bien-être » et « Quand votre coach en fertilité a des intentions toxiques » ont commencé à paraître. L'affaire a fait grand bruit. Ashley a perdu 20 000 abonnés en une semaine. Son ordre professionnel a ouvert une enquête. Il s'avère que se faire passer pour stérile afin de manipuler des clients ou des prospects est considéré comme une fraude dans le milieu du coaching bien-être. Qui l'eût cru? Pendant ce temps, le cabinet d'avocats de Marcus n'appréciait guère la publicité. Les cabinets d'avocats d'affaires n'aiment pas les scandales, surtout ceux qui impliquent des violations déontologiques. Car utiliser les ressources, le temps et l'argent du cabinet pour une liaison personnelle est une violation flagrante de l'éthique. Ils ont lancé une enquête interne et découvert que Marcus facturait ses déjeuners personnels avec Ashley comme du démarchage client, utilisait les salles de conférence du cabinet pour des appels personnels et était distrait et sous-performant depuis des mois. Le barreau s'est impliqué lorsqu'un des associés de Marcus a signalé que le fait d'utiliser son diplôme de droit et ses connaissances juridiques pour dissimuler des biens à son épouse pendant le mariage constituait une faute professionnelle. Je n'ai rien eu à faire, si ce n'est assister au déroulement des événements. La procédure de divorce a duré 3 mois. Marcus a tenté de réclamer la moitié de l'appartement. Patricia a ri et a produit l'acte de propriété, prouvant que je l'avais acheté 3 ans avant notre mariage grâce à un héritage. De ma grand-mère. Bien propre selon la loi de l'État de Washington. Il a tenté de prétendre avoir droit à une pension alimentaire puisque je gagnais plus d'argent. Patricia a produit des preuves de sa liaison, sa carte de crédit secrète et son intention de partir de toute façon. Le juge n'a pas été compréhensif. Il a essayé de me faire passer pour instable à cause de l'ordonnance restrictive et des verrous. Patricia a diffusé l'enregistrement du dîner de Thanksgiving. Oui, je l'avais enregistré. L'État de Washington exige le consentement des 2 parties, mais Marcus et Ashley étaient tous devenus chez moi avec mon accord. Mon avocat a plaidé que j'avais le droit d'enregistrer les conversations dans mon propre espace de vie. Le juge a acquiescé. Lorsque les dossiers médicaux d'Ashley ont révélé qu'elle avait menti sur son infertilité, l'avocat de Marcus a fait la grimace. Au final, l'accord a répondu à toutes mes attentes. J'ai gardé l'appartement. J'ai conservé 70% de nos biens matrimoniaux grâce à la clause d'adultère de notre contrat prénuptial que Marcus avait signé sans le lire attentivement, car c'était un avocat arrogant qui pensait que les contrats prénuptiaux ne protégeaient que lui. J'ai conservé mes comptes de retraite. Marcus a payé mes honoraires d'avocat, qui étaient considérables. L'ordonnance restrictive, l'ordonnance d'éloignement contre Ashley a été rendue définitive. Elle n'a pas pu me contacter pendant 5 ans. Mais les véritables conséquences n'étaient pas juridiques. Elles étaient sociales et professionnelles. Le barreau a suspendu Marcus pour 2 ans. Son cabinet l'a licencié discrètement, sans fournir de référence. Le milieu juridique de Seattle est plus petit qu'on ne le croit. La rumeur s'est répandue. Bonne chance pour trouver un emploi dans un cabinet réputé quand on est connu comme celui qui a trompé sa femme avec son ex dans une affaire d'escroquerie à la paternité et qui s'est fait prendre à utiliser les ressources du cabinet. D'après des amis communs, il travaille comme analyste contractuel depuis le sous-sol de ses parents à Spokane et gagne à peine le quart de son ancien salaire. Les applications de rencontres ne lui réussissent pas non plus. Il s'avère que les femmes cherchent des partenaires potentiels sur Google et que des articles sur les scandales continuent de surgir. La chute d'Ashley a été plus publique et plus jouissive. Elle a perdu ses certifications professionnelles. Son entreprise de bien-être s'est effondrée. Ses derniers abonnés étaient pour la plupart des spectateurs haineux. Elle a tenté de redorer son image en publiant des vidéos d'excuses sur le thème de l'évolution et de l'apprentissage, mais les commentaires l'ont anéantie. D'anciens clients ont commencé à se manifester et à porter plainte. La Direction générale de la protection des consommateurs a ouvert des enquêtes. Certains ont porté plainte pour fraude. Ses dettes, déjà considérables suite à la faillite de son entreprise, ont explosé. Elle a déménagé à Phoenix il y a 6 mois, d'après sa dernière publication Instagram. Elle travaille dans le commerce, se déconnecte des réseaux sociaux et tente de se reconstruire. Les commentaires sous cette publication étaient impitoyables. Je n'en ai pas laissé un seul. J'avais déjà gagné. Le plus beau dans tout ça,
c'est que Marcus et Ashley ne sont pas restés ensemble. Après l'ordonnance restrictive, après le scandale, après l'effondrement de leur vie respective, Ashley a tout reproché à Marcus. Elle l'a accusé de la manipuler. Il l'a accusée d'être une arnaqueuse. Ils se sont détruits mutuellement dans une série de stories Instagram supprimées, dont des captures d'écran m'ont été envoyées. Je n'ai pas réagi. J'étais occupée à me reconstruire. Voici ce que j'ai appris sur la guérison et que personne ne vous dit. Ce n'est pas un processus linéaire. Certains jours, je me sentais forte et soulagée. D'autres jours, je pleurais dans ma chambre redécorée parce que mon mariage avait échoué. Mon parcours de fertilité était encore incertain et je recommençais à 0 à 34 ans. Mais j'ai aussi connu de bons moments. J'ai été promue vice-présidente. Mon équipe m'a soutenue avec une compassion qui m'a surprise. Il s'avère que réussite professionnelle et dignité personnelle ne sont pas incompatibles. J'ai commencé une thérapie avec une spécialiste des traumatismes liés à la trahison. Elle m'a aidé à comprendre que l'infidélité de Marcus était liée à son caractère, et non à ma valeur. Cette prise de conscience a tout changé. Je fréquente à nouveau quelqu'un. Rien de sérieux pour l'instant, mais j'ai rencontré quelqu'un à l'anniversaire d'une amie. Il est gentil. Il s'est intéressé à ma vie et m'a vraiment écouté. Il ne me donne pas l'impression que ma réussite professionnelle est menacée. C'est encore tôt, mais c'est encourageant. J'ai fait congeler mes ovocytes il y a 3 mois. J'ai pris le contrôle de mon parcours de fertilité sans la pression d'une échéance amoureuse. Peut-être que je les utiliserai un jour. Peut-être que j'adopterai. Peut-être que je déciderai que je suis complète sans enfant. Mais c'est mon choix maintenant, et personne d'autre ne peut s'en servir contre moi. L'appartement m'appartient comme jamais auparavant. Je l'ai entièrement redécoré. La salle à manger où Ashley a lâché sa bombe accueille désormais des dîners mensuels entre amis. De vrais amis. Des femmes qui se soutiennent mutuellement. L'atmosphère est complètement différente. J'ai croisé la mère de Marcus par hasard dans un café du centre-ville il y a 2 mois. Je pensais que ce serait gênant, mais au lieu de cela, c'est elle qui est venue me parler. « Sarah », a-t-elle dit doucement. « Je suis vraiment désolée pour ce que mon fils a fait. Tu méritais mieux. » Nous avons discuté pendant 1 heure. Elle m'a confié qu'elle avait toujours su que Marcus avait un côté arrogant, qu'elle avait essayé de bien l'élever, mais qu'à un moment donné, il avait commencé à croire que le monde lui devait tout. Elle m'a dit qu'elle était fière de la dignité avec laquelle j'avais géré la situation. On prend un café ensemble de temps en temps maintenant. C'est étrange de garder le contact avec mon ex-belle-mère, mais c'est aussi une forme de guérison à sa manière. On me demande souvent comment j'ai fait pour rester aussi calme. Comment je n'ai pas craqué lors de ce dîner de Thanksgiving, comment j'ai trouvé une réponse aussi stratégique et efficace. La vérité, c'est que j'ai failli ne pas le faire. À ce moment-là, quand Ashley a proposé de donner à mon mari le bébé que je ne pouvais pas avoir, j'ai eu envie de hurler. J'ai eu envie de lui jeter du vin au visage. J'ai eu envie d'arracher Marcus de sa chaise et d'exiger qu'il me défende. Mais au fond de moi, je savais que les réactions émotionnelles, aussi satisfaisantes soient-elles sur le moment, ne résolvent pas les problèmes. Elles les aggravent. Et ce dont j'avais besoin, ce n'était pas d'aggravation. J'avais besoin d'information. J'avais besoin de temps. J'avais besoin de transformer mon cœur en stratégie. Écouter son cœur n'est un bon conseil que si le cœur est relié à un cerveau fonctionnel. Cette phrase, ironiquement tirée d'une citation Instagram vue des mois auparavant, est devenue mon mantra. Mon cœur voulait se venger. Mon cerveau a trouvé comment y parvenir légalement. Je ne mentirai pas et ne dirai pas que je suis complètement guérie. La trahison laisse des cicatrices. Il y a encore des moments où je remets en question mon jugement. Comment ai-je pu ne pas voir l'infidélité? Comment me suis-je laissé manipuler? Comment ai-je pu épouser quelqu'un capable d'une telle cruauté? Mais la thérapie m'a appris que les agresseurs sont passés maîtres dans l'art de dissimuler leur vraie nature. Les manipulateurs sont passés maîtres dans l'art de semer le doute en vous. Et parfois, ceux qu'on aime le plus sont ceux qui nous blessent le plus profondément. Non pas par faiblesse, mais parce qu'ils connaissent nos faiblesses sur le bout des doigts. Marcus savait que mes problèmes de fertilité étaient ma blessure la plus profonde. Alors, il a visé juste. Ashley savait que j'aspirais à l'amitié féminine après des années consacrées à ma carrière, alors elle en a profité. Ils m'ont étudié, ont trouvé mes faiblesses et ont frappé là où ça faisait le plus mal.
Ce n'est pas moi qui suis en cause. C'est eux. 6 mois après ce terrible Thanksgiving, je reconstruis quelque chose. Non pas simplement reconstruire ce que j'avais, mais créer quelque chose de mieux. Une vie où je n'ai plus à assurer la sécurité de personne, où ma valeur n'est plus liée à ma capacité à avoir un enfant ni à ma volonté d'être la femme parfaite. Où je privilégie ma tranquillité d'esprit au confort des autres. Le procès s'est conclu le mois dernier. Le divorce est prononcé. L'ordonnance de protection est en vigueur. Je reprends mon nom de Sarah Chen. Sans trait d'union, sans compromis. Et vous savez quoi? C'est moi qui reçois pour Thanksgiving maintenant. Ma table de salle à manger, celle-là même où Ashley a tenté de m'humilier, est le lieu où je réunis chaque année ma famille de cœur. Nous avons de nouvelles traditions. Chacun notre tour, nous partageons non seulement notre gratitude, mais aussi des histoires de résilience, ce que nous avons surmonté, comment nous avons grandi. L'année dernière, à Thanksgiving, une amie m'a demandé si je regrettais ma façon d'aborder les choses, si j'aurais souhaité les affronter autrement. J'y ai réfléchi honnêtement avant de répondre. Non, ai-je finalement dit, car ainsi j'ai obtenu tout ce que je voulais. J'ai gardé ma dignité. J'ai obtenu la sécurité financière. J'ai vu le karma agir en direct. Et surtout, j'ai pu me prouver que je suis le genre de femme qui ne s'effondre pas face aux épreuves de la vie. Je suis le genre de femme qui se bat intelligemment. Quelqu'un d'autre m'a demandé si je pardonnerais un jour à Marcus et Ashley. Le pardon n'a rien à voir avec eux, ai-je expliqué. Il s'agit pour moi de me libérer du poison de la colère pour qu'ils ne me consument pas. Je leur ai pardonné dans le sens où je ne leur souhaite plus activement de mal. Je n'en ai pas besoin. Ils se sont fait du mal eux-mêmes. Mais voici ce que je veux que tous ceux qui lisent ces lignes comprennent à propos de la trahison. Si vous traversez une situation similaire en ce moment, si quelqu'un que vous aimez a abusé de votre confiance, si vous êtes en train de vivre un véritable cauchemar, amusez-vous à regarder votre monde s'écrouler, écoutez-moi. Vous avez le choix. Vous pouvez réagir émotionnellement, ce qui est légitime et humain. Vous pouvez confronter immédiatement, ce qui est parfois nécessaire, mais vous pouvez aussi choisir ce que j'ai choisi, le silence stratégique. Le silence stratégique n'est pas un signe de faiblesse. C'est une force. C'est prendre le temps de réfléchir au lieu de réagir impulsivement. C'est se renseigner avant d'agir. C'est choisir ses combats et les mener sur un terrain qui nous est favorable. Quand Marcus m'a demandé ce que je pensais de la proposition d'Ashley, il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à de la colère. Il s'attendait à ce que j'accepte docilement ou que je refuse avec véhémence, ce qui lui donnerait des arguments pour me faire passer pour instable. Au lieu de cela, je lui ai tendu la corde et il s'est pendu avec. Voilà la leçon que je veux vous transmettre. Parfois, la meilleure vengeance n'est ni bruyante ni spectaculaire. Ce n'est pas immédiat. Parfois, la meilleure vengeance consiste à se préparer discrètement, à agir stratégiquement et à laisser le destin faire son œuvre. Je n'ai pas ruiné la carrière juridique de Marcus. C'est lui qui l'a fait en facturant ses affaires personnelles à son cabinet. Je n'ai pas détruit l'entreprise d'Ashley. C'est elle qui l'a fait en mentant sur sa fertilité et en manipulant des femmes vulnérables. Je n'ai pas mis fin à leur relation. C'est eux qui l'ont fait en étant fondamentalement égoïstes et en se retournant l'un contre l'autre dès que les choses se sont compliquées. Je n'ai fait que consigner la vérité et la laisser parler. Cela fait presque 1 an maintenant, depuis ce Thanksgiving. Je suis assise dans mon salon, contemplant la skyline de Seattle, et je suis sincèrement heureuse. Pas d'un bonheur feint. Pas d'un bonheur simulé. Vraiment heureuse. J'ai ma carrière. J'ai la santé. J'ai ma maison. J'ai des amis qui ont été là quand j'avais besoin d'eux. J'ai un avenir incertain, mais que je peux façonner. Et je sais que lorsque la vie m'a mise à l'épreuve, j'ai réussi. Pas parfaitement. Non sans douleur, mais avec intégrité, avec stratégie, avec dignité. Si vous êtes confronté à votre propre trahison en ce moment, je vous comprends. Je connais votre douleur. Je sais à quel point vous avez envie de crier, de pleurer, de tout détruire. Faites ce que vous avez à faire. Mais réfléchissez-y, canalisez cette rage vers quelque chose de constructif. Laissez votre colère alimenter votre stratégie, et non votre destruction. Soyez cette femme qui non seulement survit à la trahison, mais la transforme en triomphe. Écoutez votre cœur, mais assurez-vous qu'il soit guidé par une raison qui anticipe.
car la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil.